Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vous et moi face à Audrey Klein. Audrey Klein, bonjour, bienvenue sur le plateau de Face à Face. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la CIPEL et aujourd'hui, vous venez nous parler des eaux de notre lac Léman. Donc déjà, en deux mots, c'est quoi la CIPEL? Alors la CIPEL, c'est la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. C'est une commission intergouvernementale franco-suisse qui a été créée en 1962 par une convention signée entre la Confédération et la République française et qui se compose des différents États du pourtour du lac. Il y a le canton de Vaud, le canton de Genève, le canton du Valais, le département de l'Ain et le département de la Haute-Savoie qui sont nos partenaires institutionnels en fait. Donc c'est une coopération franco-suisse. Exactement. Alors concrètement, c'est quoi les activités de la CIPEL? Alors notre première activité, c'est de surveiller l'état de santé du lac. C'est pour ça que la commission a été créée. Nous sommes le seul organisme en fait à surveiller l'état de santé des eaux du Léman. D'accord. Ça, c'est la première activité. À partir de là, ça nous permet de connaître l'état des milieux aquatiques, parce qu'en fait, l'objectif de tout ça, c'est de garantir différents usages, puisque le Léman est utilisé pour l'alimentation en eau potable. Donc, il faut qu'on surveille l'état des eaux du lac pour garantir l'alimentation en eau potable. Le deuxième usage, c'est la ressource piscicole. Il y a un certain nombre de pêcheurs professionnels tout autour du lac. Il y a beaucoup de pêcheurs amateurs. Donc il faut aussi garantir une bonne qualité des eaux du lac pour permettre la pratique de la pêche professionnelle. Et enfin, le dernier usage, c'est la pratique des activités nautiques Le paddle. et la baignade. Voilà, donc on surveille aussi l'état sanitaire des eaux du lac pour garantir la qualité des eaux de baignade durant la période estivale. Et comment ça se passe? C'est des prélèvements? On a l'impression qu'il y a une centrale à quelque part qui gère toutes les données. Effectivement, ce sont des prélèvements qui sont effectués par un organisme scientifique qui est basé à Thonon, sur la rive française, qui s'appelle l'INRA. L'INRA, c'est l'Institut national pour la recherche agronomique. Et donc, on mandate cet institut pour faire les prélèvements dans le lac. Donc, vous savez que le lac, c'est une énorme masse d'eau. Et en fait, on le surveille en un seul point. Le point le plus profond qui est situé entre Lausanne et Évian. Et c'est à ce point-là qu'on fait un certain nombre de prélèvements entre la surface et le fond. Et alors, comment va-t-il notre lac, son état de santé? Il est en bonne santé? Alors, on peut dire aujourd'hui effectivement que le lac va plutôt bien en l'état actuel de nos connaissances, ce qui n'était pas le cas dans les années 80 où effectivement le lac était au bord de l'asphyxie. Donc aujourd'hui, on considère que l'élément va mieux puisque on peut l'utiliser justement pour l'alimentation en eau potable, la pêche et la pratique des activités nautiques. Avec les changements climatiques, on entend parler quand même de réchauffement climatique, est-ce qu'il y a un réchauffement des eaux du Léman? Alors oui, alors le réchauffement n'est pas non plus énorme, mais on considère, nous, que le réchauffement de 1 degré en l'espace de 50 ans, pour une masse d'eau comme le Léman, c'est une augmentation de la température qui est significative et qui est liée au changement climatique. 1 degré de plus dans une pièce, on ne le remarque pas, mais 1 degré de plus pour un écosystème naturel, ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du lac, de l'écosystème, des espèces qui en dépendent. Donc effectivement, on constate une augmentation de la température des eaux du lac. Alors, les eaux de notre Léman se sont réchauffées de 1 degré en 50 ans. Qu'en est-il pour le futur? Effectivement, si on en croit les prévisions liées au changement climatique, les eaux du Léman forcément risquent aussi de se réchauffer, donc ce qui n'est pas souhaitable pour un certain nombre d'espèces qui vont souffrir de cette augmentation de température. Donc, il y a de réels dangers qui planent sur certaines espèces? Effectivement, il y a des poissons du lac qui sont des poissons d'eau froide, puisque le Léman est un lac alpin. Donc les espèces nobles qui vivent dans ce lac, telles que l'omble chevalier, c'est un poisson d'eau froide. Et effectivement, si la température des eaux du lac continue d'augmenter, ce poisson ne pourra plus se reproduire dans notre lac. Donc il y a des conséquences effectivement à moyen long terme sur ces espèces-là qui risquent de disparaître du lac puisqu'elles ne pourront plus se reproduire en raison de l'augmentation de la température. Et des espèces végétales peut-être? Alors là, je ne saurais pas trop vous dire. Je pense que c'est plus au niveau des espèces piscicoles qu'il y aura des conséquences. Mhm. Et est-ce qu'il y a des conséquences à un niveau plus large peut-être sur l'écosystème?
si certaines espèces piscicoles disparaissent? Alors voilà, c'est un équilibre, hein, un écosystème, c'est un équilibre qui va dépendre de la production des algues, de la présence de certains poissons. Et effectivement, si on commence à toucher à un des maillons de la chaîne, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré. La CIPEL a fait un état des lieux concernant la teneur du lac en micropolluants. Résultat, il convient de rester vigilant quant à la prolifération de certains micropolluants et aussi par rapport à certaines algues. Donc déjà, qu'est-ce que c'est des micropolluants, Audrey Klein? Alors, les micropolluants, ce sont des substances chimiques qui sont présentes dans l'environnement à des teneurs très 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 faibles, mais que l'on arrive à détecter dans les eaux. Par exemple, ça représente la teneur d'un sucre qu'on mettrait dans une piscine olympique. Donc on est capable de détecter en fait des substances qui sont présentes à des quantités vraiment infimes et qui sont des substances chimiques fabriquées par l'industrie. Par l'industrie, donc seulement par l'industrie ou également par les privés? Alors après, ces substances qui sont fabriquées industriellement sont ensuite utilisées dans différents domaines. Elles sont utilisées en agriculture, et là on pense aux pesticides. Ce sont des substances que l'on utilise également dans les espaces verts des communes pour entretenir certains espaces verts. Donc on va utiliser là aussi certains produits chimiques. Les micropolluants, on peut aussi les retrouver dans notre quotidien, puisque beaucoup de produits que l'on utilise au quotidien, ça va être nos produits cosmétiques, ça peut être les produits ménagers. Donc finalement, tous ces produits-là contiennent différents types de micropolluants. Et ces substances-là, à des teneurs très très faibles, peuvent avoir des effets toxiques sur l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on ne souhaite pas trouver ces substances dans l'environnement. Vous avez des exemples d'ailleurs de ces micropolluants, des noms peut-être? Alors, pour les plus connus, on peut parler du glyphosate, l'atrazine, donc ça, ce sont des pesticides. Mais il est dans vrai l'agriculture surtout alors? Pas que, effectivement, on utilise ces produits-là dans l'agriculture, mais on les utilise aussi dans les jardins, dans les espaces verts. Donc effectivement, ces produits-là peuvent se retrouver vraiment partout. Et il y a aussi les résidus médicamenteux, c'est-à-dire que les médicaments sont considérés aussi finalement comme des sources de micropolluants. Et puis là, on va trouver des molécules dans le lac en lien avec l'utilisation d'antibiotiques, d'antidépresseurs. Enfin, finalement, tous les médicaments que l'on va consommer vont se retrouver à un moment donné dans les milieux aquatiques. Malgré le fait que l'on recycle les médicaments, qu'on les apporte à la pharmacie, c'est quand même quelque chose qui se retrouve dans la nature in fine? Voilà, alors c'est très bien, effectivement, de recycler les médicaments, de ne pas jeter les médicaments dans l'évier, les médicaments non usagés, donc les ramener à la pharmacie, effectivement, mais c'est notre consommation de médicaments pour nous soigner, puisque notre organisme va excréter ces substances qu'il va ingérer, elles vont finir par se retrouver dans les urines, dans les selles, et ces substances-là, même si on a des stations d'épuration, les stations d'épuration ne sont pas conçues pour retenir ces micropolluants. Donc les micropolluants vont continuer finalement leur course dans les cours d'eau, puis dans le lac. Donc même si on les trouve à des teneurs très 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 faibles, et ces teneurs sont en dessous des normes environnementales et des normes pour l'eau potable, néanmoins on ne connaît pas l'effet de toutes ces substances sur les organismes aquatiques, sur l'être humain, donc on doit être vigilant par rapport à l'usage de ces produits. Si vous devez remettre une palme à l'activité humaine la plus polluante, malgré elle, laquelle serait-ce? Très bonne question. On va remettre une palme aujourd'hui. La palme de l'activité la plus polluante. Je ne saurais pas vous dire comme ça parce que je pense que dans notre quotidien, on utilise en quelque sorte, malgré nous, tellement de produits qu'il est difficile de s'en passer. Et vous voyez, ce matin, on est tous en prenant une douche, on utilise des gels douche qui contiennent des micropolluants. Donc, on ne peut pas s'accuser finalement, mais c'est vrai qu'on est responsable et qu'on peut aussi choisir des produits plus naturels. Voilà, donc après... Des produits plus naturels. Des produits plus naturels, mais c'est difficile de les trouver. Alors du coup, quelles sont les mesures recommandées par la CIPEL pour réduire la pollution des eaux du Léman? En tout cas, pour le protéger au maximum. Nous, en tant que citoyens, finalement.
Alors, comme Déjà. on dit toujours, hein, la substance la moins polluante est celle que l'on ne va pas utiliser. Donc, comme je Ouais. disais, dans les produits cosmétiques, c'est essayer de choisir des produits les plus naturels possibles, ce qui n'est pas toujours évident. Dans les shampoings, par exemple, c'est quand même très compliqué de trouver des produits naturels. Mais voilà, ça va se développer. Donc, effectivement, là, il y a peut-être des solutions. Dans notre quotidien, dans l'utilisation des produits ménagers, par exemple, on voit qu'il y a énormément de produits détergents sur le marché, mais finalement, ces produits-là contiennent beaucoup de parfums, beaucoup de conservateurs, bref, toutes ces substances chimiques, finalement, tu n'en as pas besoin pour laver son sol. Donc, on peut s'en remettre à des produits plus naturels, les produits de grand-mère, hein, en quelque sorte, le savon noir, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude. Donc, tout ça sont des produits qui, effectivement, n'ont pas de parfum particulier, mais qui nettoient très bien, qui sont naturels et sans danger pour l'environnement. Audrey Klein, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que ces micropolluants, finalement, se retrouvent quand même dans le lac Léman, malgré le fait qu'on ait des stations d'épuration? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, ces micropolluants, comme on vient de l'expliquer, on les utilise au quotidien. Quand on se lave, les médicaments que l'on consomme, tout cela va se retrouver dans ce que l'on appelle les eaux usées domestiques, donc qui sont issues des eaux qui proviennent des toilettes, de la douche, de l'évier, etc. Donc ça, ce sont les eaux usées domestiques qui vont arriver en station d'épuration, sauf que les stations d'épuration qui ont été créées pour les premières dans les années 70 n'ont pas été conçues à l'époque pour traiter ces nouvelles substances chimiques. Elles ont été conçues pour éliminer la matière organique, le phosphore, ce genre de substances-là. Par contre, elles n'ont pas été conçues pour traiter ces micropolluants. Et là, il faut des dispositifs spécifiques, comme le charbon actif, par exemple, ou l'ozonation, qui permet en fait de casser ces molécules ou de les absorber. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que la Suisse a décidé d'équiper un certain nombre de stations d'épuration de ces nouveaux dispositifs. Mais ça ne sera pas avant 10 ans, le temps que tout se mette en place. Ça a aussi un coût. Donc ça aura des répercussions sur le consommateur, mais la somme reste modeste puisque ça représente que 9 francs par année par habitant. Donc vous voyez, on est capable de mettre en place ces nouvelles technologies, mais effectivement, ça aura des répercussions sur la facture d'eau du consommateur. Néanmoins, même si on va équiper un certain nombre de stations d'épuration, on n'équipera pas toutes les stations d'épuration parce que c'est beaucoup trop coûteux. Donc, il y aura quand même encore toujours des micropolluants qui continueront d'arriver dans les milieux aquatiques. Donc il y a des micropolluants dans les eaux du lac Léman et on ne peut pas tous finalement les traiter parce qu'on n'est pas assez outillé pour cela. Exactement, c'est pour ça qu'il faut lutter à la source. Parce que traiter en fin de compte, les micropolluants, c'est une solution qu'on dit, nous, curative, qui permet de retenir une certaine quantité de pollution, mais ça ne retiendra jamais tout. Donc c'est aussi à nous d'agir suffisamment en amont dans le choix de nos produits, dans le choix de notre alimentation, pour justement éviter d'utiliser ces produits. Parce que finalement, ces micropolluants qui se retrouvent dans l'environnement, on ne sait pas tout sur ces substances. Il faut savoir que des micropolluants, il y en a plusieurs centaines de milliers utilisés chaque jour. Et on a l'impression que certains se créent d'année en année. Avec Chaque jour, des nouvelles molécules qui apparaissent sur le marché, etc. Donc on ne connaît pas l'effet de toutes ces substances et on n'est pas capable aujourd'hui de détecter toutes ces substances. Aujourd'hui, dans le lac Léman, on est en mesure de détecter une trentaine de substances. On va en rechercher quelques centaines sur plusieurs milliers de substances utilisées. Donc nos outils, nos appareillages ne sont pas capables de détecter toutes les molécules. Et il ne faut pas attendre d'avoir tout détecté pour se dire qu'il y a un problème. Que se passe-t-il quand tous ces micropolluants qui se déversent dans le lac finissent par s'associer, se mélanger ? Effectivement, c'est le mélange des micropolluants qu'on est incapable de maîtriser. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de substances au total on trouve dans le lac. Ils appellent ça l'effet cocktail. Exactement, on parle de l'effet cocktail. On ne sait pas finalement, certaines molécules associées entre elles, est-ce qu'elles vont avoir des effets plus toxiques que prises individuellement? Donc, comme on n'a pas de certitude sur tout ça, il faut vraiment appliquer le principe de précaution et vraiment choisir des produits les plus respectueux de l'environnement dans notre quotidien. Apparemment, les excédents de la station d'épuration sont déversés dans les eaux du Léman sans être traités. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ? Alors, effectivement, une station d'épuration, elle est conçue pour recevoir une certaine quantité d'eau usée. Généralement, les stations d'épuration, on les construit suffisamment grandes
pour qu'avec l'augmentation de la population, elle puisse durer un certain nombre d'années. Par contre, en période d'orage, lorsqu'il y a de fortes pluies, les eaux usées sont mélangées aux eaux pluviales qui arrivent à la station d'épuration et qui, en fait, atteignent la capacité maximale de la station d'épuration. On ne peut pas recevoir plus, en fait, d'eau. Et du coup, l'excédent, ne pouvant pas être traité par la station d'épuration, est déversé par ce que l'on appelle des déversoirs d'orage, qui sont conçus pour ça sur le réseau d'assainissement. Et ça, effectivement, lorsqu'il y a ces débordements, les eaux qui arrivent dans les milieux ne sont pas traitées parce qu'elles ne sont pas passées par la station d'épuration. Donc ce n'est pas une légende urbaine, c'est le cas de beaucoup de stations d'épuration qui n'ont pas un réseau séparatif. Donc c'est pour ça qu'on revient à la lutte à la source, parce que les stations d'épuration ne peuvent pas tout traiter tout le temps. Il y a quand même des limites aussi techniques à l'assainissement des eaux usées domestiques. Donc, il faut que les eaux soient le moins polluées possible par ces substances chimiques, parce qu'elles peuvent effectivement, en période d'orage, ne pas passer par la station d'épuration et être déversées directement au milieu naturel. Mais alors, Audrey Klein, est-ce que l'on peut vraiment croire les autorités quand elles nous disent que l'on peut se baigner et manger des produits issus du lac Léman? Oui, alors là, je vais vous rassurer là-dessus. Effectivement, par rapport à l'eau de baignade, donc la surveillance de l'état sanitaire des eaux, où là, on va chercher la présence de certaines bactéries, de certains germes d'origine fécale, liés à la présence de bactéries que l'on va trouver dans les eaux usées, où là, effectivement, on garantit chaque été, maintenant, depuis de nombreuses années, une eau de baignade irréprochable pour la baignade. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule plage autour du Léman qui est interdite à la baignade. Par contre, il se peut qu'en période d'orage, puisque ce que je viens d'expliquer par rapport à ces déversements en période de forte pluie, on déconseille la baignade au lac après des périodes d'orage, de forte pluie, à cause de ces déversements, parce qu'effectivement, tout n'est pas passé par la station d'épuration. Donc, il y a certains germes qui peuvent se retrouver dans l'eau. Et là, effectivement, la qualité de baignade peut temporairement, sur 24 heures, 48 heures, poser problème. Donc on déconseille de se baigner à proximité notamment des embouchures de rivières parce qu'il peut y avoir des apports d'eau usée non traités. Effectivement, le temps que tout cela se remette en place dans le lac. Mais qu'en est-il alors dans ce cas des produits que l'on consomme, enfin des poissons? Pour les poissons, c'est un petit peu différent. On ne va pas faire le même type d'analyse. Dans les poissons, dans la chair des poissons, on va par exemple rechercher des substances chimiques comme les PCB, le mercure, voilà, ces substances-là qui vont s'accumuler dans la chair des poissons et qui, lorsqu'elles dépassent certaines teneurs, peuvent engendrer des interdictions de consommation de ces poissons. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut consommer tous les poissons du lac, il n'y a pas de problème. Alors, malgré toutes les informations que vous venez de nous fournir sur les eaux non traitées quand il y a des excédents. Effectivement, il faut qu'on soit vigilant et le rôle de notre commission, c'est ça, c'est de rester vigilant sur la présence de toutes ces substances. C'est bien pour ça qu'on les surveille. Mais aujourd'hui, il faut quand même rassurer les auditeurs, les consommateurs. C'est qu'aujourd'hui, on peut boire l'eau du lac, on peut manger les poissons du lac, on peut se baigner sans risquer de choper une maladie. Donc notre lac va bien. Néanmoins, on continue de le surveiller parce que les normes environnementales deviennent aussi de plus en plus sévères, ce qui est une bonne chose. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Et qu'on est de plus en plus nombreux. Et qu'on est de plus en plus nombreux. Autre thème, et peut-être légende urbaine, les microplastiques. Il semblerait qu'il y ait 50 tonnes enfouies dans les profondeurs du Léman. Alors écoutez, je n'ai pas le chiffre, c'est également effectivement un chiffre qui m'est connu, qui est connu du grand public. Du coup, nous, ce que l'on sait, effectivement, c'est que ces microplastiques sont bien présents dans le lac, puisque nos études ont montré qu'on les trouvait à la fois dans l'eau, mais la CIPEL a aussi fait des recherches de ces microplastiques dans les sédiments du fond du lac. Vous savez qu'au fond du lac, c'est des sédiments. Et on a pu détecter la présence de microplastiques, qui sont donc des plastiques de très, très, très petite taille, au fond du lac, jusqu'à 309 mètres de profondeur. Donc, on voit que ces microplastiques, ce n'est pas nouveau, on les trouve dans les océans, mais on les trouve aussi dans les eaux douces. Et le Léman n'est pas épargné, puisqu'effectivement, on retrouve aussi ces microplastiques dans l'eau, dans les sédiments. Alors, une dernière question pour la soif. Il semblerait que quand les eaux du lac se réchauffent, certaines espèces peuvent apparaître, notamment des méduses d'eau douce. Alors, est-ce qu'on va voir des méduses d'eau douce apparaître en 2019 dans les eaux de nos baignades ?
Écoutez, ce sera la surprise, mais effectivement, jusqu'ici, alors c'est un phénomène qui est quand même rarissime, même s'il existe. Il existe bien des méduses d'eau douce. C'est des toutes petites méduses qui font à peine 2 cm, que l'on a pu observer, je crois, au Léman et dans d'autres lacs suisses, mais en tout cas pas depuis de nombreuses années, parce qu'il faut quand même que la température du lac dépasse les 25 degrés. Donc même si on a un réchauffement des eaux, l'été, ce n'est pas fréquent d'avoir une température des eaux du lac qui dépasse 25 degrés. Donc il faut voir, mais effectivement, si la température des eaux du lac cet été dépasse les 25 degrés, il faudra voir, Cohabiter faudra regarder. avec de nouveaux Exactement. habitants. Audrey Klein, merci d'être venue sur le plateau de Face à Face. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.